Carrie, 4e partie. La lampe bleue éclairait l'image d'un immense Jéhovah barbu qui précipitait des multitudes hurlantes d'humains dans les profondeurs enfumées d'un abîme embrasé. Au-dessous d'eux, d'horrifiantes silhouettes charbonneuses se débattaient au milieu des flammes de la perdition, tandis que l'homme noir siégeait sur un immense trône couleur de feu, tenant un trident à la main. Son corps était celui d'un homme, mais il avait une queue fourchue et la tête d'un chacal. Elle ne flancherait pas cette fois, mais naturellement, elle finit par flancher. Il lui fallut 6 heures, mais elle flancha, pleurant et suppliant maman d'ouvrir la porte et de la laisser sortir. Elle avait un besoin terrible d'uriner. L'homme noir la regardait, un rictus sardonique sur sa bouche de chacal, et ses yeux pourpres connaissaient tous les secrets du sang menstruel. 1 heure après que Carrie eut commencé à l'appeler, maman la fit sortir. Carrie se rua vers la salle de bain. Maintenant seulement, 3 heures plus tard, assise la tête penchée sur la machine à coudre, comme une pénitente, elle se souvenait de la peur apparue dans les yeux de maman, et elle croyait en connaître la raison. Il était déjà arrivé que maman l'enferme dans le placard jusqu'à 1 journée entière, quand elle avait volé cette petite bague à 49 cents au bazar Schubert, et le jour où elle avait trouvé cette photo de Flash Bobby Pickett sous l'oreiller de Carrie. Et Carrie s'était une fois évanouie d'inanition et à cause de l'odeur de ses déjections. Et elle n'avait jamais répondu comme elle venait de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, elle avait même prononcé ce mot « P ». Pourtant, maman l'avait laissée sortir presque tout de suite après qu'elle eut flanché. Voilà, la dernière piqûre était faite. Elle écarta les pieds de la pédale et tendit la robe devant elle pour l'examiner. Elle était longue, affreuse, elle la détestait. Elle savait pourquoi maman l'avait laissée sortir. « Maman, je peux aller me coucher ?» « Oui. » Maman ne releva pas les yeux de son apron. Elle plia la robe sur son bras, puis son regard se posa sur la machine à coudre. À l'instant même, la pédale démarra d'elle-même. L'aiguille commença à monter et descendre, des reflets lumineux jouant sur l'acier poli. La bobine se dévida en tressautant, tandis que tournait le volant latéral. Maman redressa brusquement la tête, les yeux dilatés. Le motif en feston bordant son apron, merveille de complexité et à la fois de précision et de régularité, se désorganisa brusquement. « Elle vide la canette, simplement, » dit Carrie à mi-voix. « Va te coucher, » répliqua maman, d'un ton bref, et la peur était revenue dans ses yeux. « Oui, maman. » Elle avait peur que je fasse sauter la porte du placard de ses gonds. Et je crois que je pourrais, oui, je crois que je pourrais. Margaret White est née et a grandi à Moton, une petite ville à proximité de Chamberlain et qui envoie ses enfants faire leurs études à l'école ou au collège de Chamberlain. Ses parents jouissaient d'une bonne aisance. Ils étaient propriétaires d'un cabaret de nuit, prospère, dans les faubourgs de Moton, appelé la Bonne Auberge. Le père de Margaret, John Brigham, fut tué d'un coup de feu au cours d'une rixe survenue dans le bar pendant l'été 1959. Margaret Brigham, qui avait alors près de 30 ans, devint une fidèle des offices du culte fondamentaliste. Sa mère s'était mise en ménage avec un autre homme, Harold Allison, qu'elle devait par la suite épouser, et ils désiraient l'un et l'autre se débarrasser de la présence de Margaret à la maison. Margaret jugeait que sa mère, Judith, et Harold Allison vivaient dans le péché et exprimait fréquemment son opinion à ce sujet. Judith Brigham était convaincue que Margaret resterait vieille fille jusqu'à la fin de ses jours. Selon la formule imagée de son beau-père, Margaret avait une gueule comme le cul d'un camion-citerne et le châssis assorti.
Il l'appelait également la bigote de choc. Margaret refusa de s'en aller jusqu'en 1960 lorsqu'elle fit la connaissance de Ralph White aux réunions d'une mission. En septembre de la même année, elle quitta la maison des Brigham à Moton et s'installa dans un petit appartement de Chamberlain. Les relations suivies qu'entretenaient Margaret Brigham et Ralph White se terminèrent par un mariage le 23 mars 1962. Le 3 avril 1962, Margaret White était admise pour un bref séjour à l'hôpital de Westover. Des clous, elle n'a jamais voulu nous dire ce qui clochait, déclara Harold Allison. La seule fois qu'on est allé la voir, elle nous a dit qu'on vivait dans l'adultère, malgré qu'on était marida et qu'on irait droit en enfer. Elle a dit que Dieu nous avait mis une marque invisible au front, mais qu'on la voyait. Elle tournait pas rond, je vous le dis. Sa vieille a voulu être gentille, essayer de voir ce qui n'allait pas. Elle a piqué une crise et s'est mise à débloquer à propos d'un ange avec une épée qui allait faire des ravages dans les mauvais lieux et liquider tous les pécheurs. Du coup, on est parti. Judith Allison, cependant, avait son idée sur ce qui avait pu arriver à sa fille. Elle pensait que Margaret avait fait une fausse couche. Si c'était le cas, l'enfant avait été conçu en dehors des liens du mariage. La confirmation de cet état de fait jetterait une lumière nouvelle sur la personnalité de la mère de Carrie. Dans une longue lettre exaltée à sa mère, datée du 19 août 1962, Margaret lui disait qu'elle et Ralph vivaient à l'écart du péché, sans la malédiction de la fornication. Elle pressait Harold et Judith Allison de fermer leur antre de perdition et de les imiter. C'est, déclare Margaret vers la fin de sa lettre, la seule façon dont toi et cet homme pouvaient éviter la pluie de sang à venir. Ralph et moi, comme Marie et Joseph, ne connaîtrons et ne polluerons jamais nos corps. Si je suis fécondée, que ce soit par le ciel. Bien entendu, le calendrier nous montre que Carrie fut conçue un peu plus tard la même année. Les filles s'habillaient en silence pour leur cours de gymnastique du lundi matin, sans chahut, ni singerie, et aucune d'entre elles ne s'étonna vraiment lorsque Miss Desjardins ouvrit à la volée la porte du vestiaire. Son sifflet d'argent pendait entre ses seins menus, et si son short était le même que celui qu'elle portait le vendredi, il n'y restait plus trace des empreintes sanglantes de Carrie. Les filles continuèrent à se préparer, boudeuses, sans la regarder. « Ce n'est pas vous qui êtes en dernière année ?» s'enquit Miss Desjardins, d'un ton calme. « Et quand est l'examen ? Dans 1 mois ? Et le bal de printemps encore plus tôt. Pour la plupart, vos robes sont déjà prêtes, et vous avez vos cavaliers, je suppose. Sue, tu seras avec Tommy Ross. Hélène avec Roy Evarts. Et toi, Chris, tu n'as qu'à faire ton choix. Quel est l'heureux élu ? Billy Nolan, répondit Chris Argensen d'un ton renfrogné. Eh bien, il en a de la chance, non ? Remarqua Desjardins. Qu'est-ce que tu vas lui offrir pour la soirée, Chris ? Un cotex sale ? Ou peut-être une feuille de papier hygiénique utilisée ? Sauf erreur, ces petits accessoires sont la coqueluche de la classe ces derniers temps. Chris était devenu très rouge. « Je sors d'ici. Je ne veux pas écouter des horreurs pareilles. » De tout le week-end, Desjardins n'avait pu effacer de son esprit l'image de Carrie hurlante, sanglotante, une serviette humide plaquée à la base du ventre et sa propre réaction d'écœurement et de colère. Et maintenant, comme Chris faisait mine de se précipiter vers le dehors en la bousculant, Desjardins lui barra le passage et la projeta contre une rangée de placards à la peinture vert olive écaillée à côté de la porte intérieure. Chris ouvrit de grands yeux stupéfaits, puis une rage folle crispa ses traits. « Vous n'avez pas le droit de nous toucher !» hurla-t-elle. « On vous collera en tôle pour ça. Vous pouvez compter là-dessus, espèce de garce !» Les autres filles, effarées,
le souffle coupé, avait baissé le nez. La situation devenait explosive, dégénérait. Sue remarqua du coin de l'œil que Marie et Donna Thibodeau se tenaient par la main. « Cela m'est parfaitement égal, Argensen, » répliqua Desjardins. « Si vous, ou les autres filles, vous figurez que je cherche à vous donner une leçon, vous vous trompez. Je veux simplement que vous sachiez toutes que vendredi, vous avez fait une saloperie, une véritable saloperie. » Chris Argensen regardait par terre avec un reniflement de mépris affecté. Le reste des filles contemplaient un peu n'importe quoi, au hasard, évitant avec soin leur professeur de gymnastique. Sue se surprit à considérer la rangée des douches, la scène du crime, et détourna vivement les yeux. Aucune d'entre elles n'avait jamais entendu un professeur employer le mot saloperie. Y en a-t-il une parmi vous qui ait pensé un instant que Carrie pouvait éprouver des sentiments ? Est-ce que cela vous arrive seulement de penser ? Sue, Fern, Hélène, Jessica, n'importe laquelle d'entre vous ? Vous la trouvez laide ? Bon, eh bien vous êtes toutes laides. Je m'en suis aperçue vendredi matin. Chris Argensen s'était mise à marmonner que son père était avocat. « Taisez-vous » lui lança avec force Desjardins à la figure. Chris recula si brusquement que sa tête heurta les armoires métalliques derrière elle. Elle se mit à geindre en se frottant l'occiput. « Encore une remarque de votre part, » dit Desjardins d'une voix contenue, « et je vous fais valser à l'autre bout de la pièce. Vous voulez savoir si je dis la vérité ?» Chris, qui apparemment était arrivée à la conclusion qu'elle avait affaire à une folle, resta muette. Desjardins mit les mains sur ses hanches. « Le bureau a décidé de vous infliger une punition. Non pas ma punition, j'ai le regret de vous le dire. Mon idée était de vous faire renvoyer 3 jours avec interdiction de bal de fin d'année. » Plusieurs filles se regardèrent et murmurèrent d'un air malheureux. « C'est ce qui pouvait vous toucher le plus, » continua Desjardins. « Malheureusement, le personnel administratif d'Ewen est entièrement masculin. Je ne crois pas qu'ils se rendent bien compte de l'odieux de votre conduite. Enfin voilà, 1 semaine de retenue. » Soupir spontané de soulagement. « Mais c'est moi qui suis chargé de vous surveiller dans la salle de gym, et je vais vous en faire baver. »« Je ne viendrai pas, » déclara Chris, la bouche serrée. « Comme vous voudrez, Chris, comme vous voudrez. Mais la punition pour celles qui sécheront la retenue sera justement 3 jours de renvoi et l'interdiction de bal. Vous y êtes ? » Personne ne dit rien. « Bon, maintenant, changez-vous et réfléchissez à ce que je vous ai dit. » Elle s'en alla. Silence total, atterré, pendant un long moment. Puis, Chris Argensen s'exclama d'une voix aiguë, frémissante. « Ça ne se passera pas comme ça !» Elle ouvrit une porte d'armoire au hasard, y prit une paire de tennis et les lança à travers la pièce. « J'aurai sa peau. Bon Dieu de bon Dieu. Ça alors, elle peut y compter. Si on se met toutes bien d'accord, on peut... »« Tais-toi, Chris !» interrompit Sue, et le ton éteint, la morne voix d'adulte qu'elle avait pris malgré elle, la décontenancèrent. « Tais-toi tout de suite. »« C'est pas fini, » dit Chris Argensen entre ses dents, tout en tirant d'un coup sec sa fermeture à glissière et en prenant son short de sport vert, élégamment effrangé. « C'est même loin d'être fini. » Et elle avait raison. Selon notre avis, un grand nombre de ceux qui ont étudié le problème de Carrie White, soit pour des revues scientifiques, soit pour la presse populaire, ont insisté à tort sur la recherche relativement stérile de manifestations télécinétiques dans la petite enfance du sujet. En termes plus imagés, autant, pourrait-on dire, passer des années à rechercher les tout premiers signes de masturbation chez un enfant devenu obsédé sexuel. L'épisode spectaculaire des pierres
a joué un rôle de miroir aux Alouettes à cet égard. Bien des chercheurs ont adopté la prise de position erronée selon laquelle un incident s'étant produit, d'autres devaient nécessairement suivre. Pour employer une autre analogie, cela équivaudrait à poster une équipe d'observateurs météorologistes à Crater National Park sous prétexte qu'un astéroïde géant y est tombé il y a 2 millions d'années. À ma connaissance, il n'existe aucun autre phénomène TK enregistré dans l'enfance de Carrie. Si Carrie n'avait pas été fille unique, sans doute disposerions-nous de témoignages oraux par douzaines concernant d'autres incidents mineurs de même nature. Dans le cas d'Andrea Collins, il est dit qu'à la suite d'une fessée administrée à l'enfant pour avoir grimpé sur le toit, l'armoire à pharmacie s'ouvrit en grand. Des bouteilles tombèrent sur le sol ou parurent voler à travers la salle de bain. Des portes s'ouvrirent et se refermèrent avec violence, et au point extrême de cette manifestation, un meuble combiné stéréo de plus de 100 kilos se renversa et des disques voltigèrent dans tout le salon, bombardant les occupants ou percutant contre les murs. Fait significatif, ce témoignage a été fourni par l'un des frères d'Andrea et est cité dans le numéro du 4 septembre 1955 du magazine Life. À coup sûr, on ne peut considérer Life comme une source de documentation scientifique et incontestable, tant s'en faut, mais nous disposons de nombreuses informations à ce sujet et je crois que l'importance des témoignages directs est ainsi démontrée. Dans le cas de Carrie White, le seul témoin éventuel de faits insolites pouvant être considéré comme le prologue à un dénouement tragique était Margaret White, et Margaret White, bien entendu, est morte. Henry Grail, directeur du collège d'Ewan, l'avait attendu toute la semaine, mais le père de Chris Argensen n'apparut que le vendredi, le lendemain du jour où s'achevait la semaine de retenue surveillée par la redoutable Miss Desjardins et qu'avait séché Chris. « Oui, Miss Fish ?» Il avait pris un ton officiel dans l'intercom, bien qu'il vit parfaitement à travers la vitre dans le secrétariat le visiteur qu'il avait à coup sûr reconnu pour avoir vu souvent sa photo dans le journal local. « Monsieur John Argensen désire vous voir, Monsieur Grail. »« Faites-le entrer. Nom de Dieu, Fish, pourquoi paraître si impressionné ?» La torsion des trombones, le crayonnement des marges et le pliage des coins étaient un besoin irrésistible chez Grail. Pour John Argensen, la lumière incontestée du barreau de la ville, il faisait un stock de munitions, une boîte entière d'attaches grand modèle disposée au centre de son buvard. Argensen était un homme de haute taille, imposant, la démarche assurée, avec les traits fermes et mobiles dont l'expression proclamait clairement la supériorité sociale du personnage. Il portait un complet marron de chez le bon faiseur avec une trame aux subtils reflets verts et or qui donnait au complet de Grail l'aspect d'une guenille. Son attaché-caisse était mince, en vrai cuir, avec un fermoir d'acier inoxydable. Son sourire était impeccable et témoignait du talent de son dentiste. Un sourire à faire fondre les cœurs des femmes jurées comme du beurre dans une poêle brûlante. Sa poignée de main était savamment étudiée, ferme, chaude, prolongée. « Monsieur Grail, je désirais vous voir depuis plusieurs jours. Je suis toujours très heureux de rencontrer des parents qui s'intéressent aux études de leurs enfants, » répondit Grail avec un sourire sec. « C'est pour cette raison que nous organisons une réunion des parents d'élèves tous les ans, en octobre. »« Certes, » sourit Argensen, « vous êtes un homme très pris, je suppose. Quant à moi, je dois être au tribunal dans 45 minutes, si nous en venions droit au fait. »« Certainement. » Grail plongea 2 doigts dans sa boîte de trombone et commença à tortiller le premier. « Je suppose que vous êtes venu me trouver au sujet des mesures disciplinaires qui ont été prises contre votre fille Christine. »
Il faut vous dire tout de suite que les règles en vigueur au collège ont été appliquées. Familiarisé comme vous l'êtes avec le fonctionnement de la justice, vous devez comprendre qu'il est difficilement concevable de faire une entorse à ces règles. Argensen leva la main d'un geste impatient. Apparemment, vous faites fausse route, monsieur Grail. Je suis ici parce que ma fille a été malmenée par votre professeur de gymnastique, Miss Rita Desjardins, et insultée verbalement, je le crains. Si je ne me trompe, le terme employé par Miss Desjardins à l'égard de ma fille était « saloperie ». Grail réprima un soupir. Miss Desjardins a été réprimandée. Le sourire de Joe Argenson se refroidit de 10 degrés. J'ai peur qu'une réprimande ne suffise pas. Voyons, c'est bien la première année que cette jeune personne enseigne. Oui, et nous en sommes très satisfaits. Apparemment, dans votre satisfaction, vous n'élevez pas d'objection au fait de projeter les élèves contre les murs ou de jurer comme un charretier. Grail déclencha la contre-offensive. En tant qu'avocat, vous devez bien savoir que cet État reconnaît le droit de ce collège à agir in loco parentis. Nous assurons donc la pleine responsabilité des décisions que nous prenons dans le cadre des activités de l'établissement. Si vous manquez d'éléments à ce sujet, je vous conseille de consulter les comptes rendus de l'affaire secteur scolaire Monodoc contre Cranpool ou... Je connais très bien cette affaire, répliqua Argensen. Je souligne à ce propos que ni l'affaire Cranpool, dont votre administration aime à se gargariser, ni l'affaire Frick ne touchent de près ou de loin à des brutalités physiques ou à des écarts de langage. Toutefois, je pourrais vous citer l'affaire secteur scolaire 14 contre David. Vous êtes au courant de celle-là? Grail était au courant. George Kramer, le sous-directeur du collège du 14e secteur, avait été un de ses partenaires de poker. George ne jouait plus guère au poker maintenant. Il travaillait dans une compagnie d'assurance après avoir pris sur lui de couper les cheveux d'un étudiant. Le secteur scolaire avait finalement versé 7 000 $ de dommages et intérêts, autrement dit, à peu près 1 000 $ le coup de ciseau. Grail attaqua un nouveau trombone. Ne nous jetons pas de cas litigieux à la tête, monsieur Grail. Nous sommes des hommes très pris, encore une fois. Évitons les paroles désagréables, je ne veux pas faire d'esclandre. Ma fille est à la maison et elle y restera lundi et mardi, ce qui complétera son renvoi de 3 jours. C'est très bien comme ça. Nouveau geste de la main pour clore le débat. Tiens, attrape, bon toutou. Voilà un beau nonos. Maintenant, voilà ce que je veux, enchaîna Argensen. Primo, l'entrée libre de ma fille au bal de fin d'année. C'est un événement très important pour une jeune fille et Chris est au 100 coups. Secondo, pas de renouvellement de contrat pour cette Desjardins. Cela c'est pour moi. Je crois que si je prends la peine d'attaquer votre établissement en justice, j'obtiendrai à la fois son renvoi et une substantielle indemnité. Mais je ne veux pas me montrer vindicatif. Donc, si je ne me plie pas à vos exigences, la seule alternative est le tribunal? Il est entendu qu'une commission scolaire serait consultée au préalable, mais ce ne serait qu'une formalité. Par conséquent, oui, ce serait le tribunal. Fâcheuse éventualité pour vous. Nouveau trombone en main. Pour outrage physique et verbal, c'est bien ça? Essentiellement. Monsieur Argensen, vous rendez-vous compte que votre fille et environ une dizaine de ses compagnes ont jeté des serviettes hygiéniques à la tête d'une pauvre fille qui avait ses règles pour la première fois, une fille qui se croyait en train de saigner à mort. Les traits de Argensen se contractèrent légèrement, un peu comme si quelqu'un avait parlé dans une pièce lointaine. Une allégation de ce genre ne peut pas être retenue. Je vous parle, moi, de faits qui ont suivi. Peu importe ce dont vous parlez, cette fille, Carrietta White, a été traitée de tas de seins doux. On lui a crié de se mettre un bouchon, avec divers gestes obscènes à l'appui. Elle n'a pas pu venir en classe de la semaine. Considérez-vous cela comme des outrages physiques et verbaux? Moi, oui. Je n'ai pas l'intention,
dit Argensen, de vous écouter vous répandre en demi-vérité ou me débiter votre boniment de maître d'école, monsieur Grail. Je connais assez bien ma fille pour... Tenez. Grail tendit la main vers une des corbeilles en grillage posées près de son buvard et lança une liasse de cartes roses à travers le bureau. Je doute fort que vous connaissiez aussi bien que vous le dites votre fille, telle que la dépeint cette carte. Si c'était le cas, vous vous rendriez certainement compte qu'il est grand temps de lui secouer sérieusement les puces, et temps de lui serrer la vis avant qu'elle ne cause de sérieux dégâts. Vous n'êtes pas... Ewen, 4 ans de présence, interrompit Grail. Examen de passage, juin 79, QI 140, moyenne 83. Néanmoins, je vois qu'elle a été admise à Oberlin. Il faut croire que quelqu'un, vous sans doute, monsieur Argensen, a le bras suffisamment long. 74 retenues motivées, et là-dessus, 20 pour brimade envers des élèves handicapés, je dois préciser. Des canards boiteux, des enfants que Chris et celle de sa bande appellent des ploucs. Elle trouve ça hilarant, paraît-il, et elle s'est dispensée de 51 de ses retenues. À l'école primaire de Chamberlain, un renvoi pour avoir placé un pétard dans le soulier d'une fille. La note, sur la carte, indique que la fillette, Irma Swap, a failli perdre 2 doigts de pied par la faute de cette petite peste. Cette Irma Swap est affligée d'un bec de lièvre, si je comprends bien. Je parle de votre fille, monsieur Argensen. Tout cela vous dit-il quelque chose ? Oui, répondit Argensen en se levant. Une teinte d'un rose délicat avait envahi ses traits. Cela me dit que nous nous reverrons au tribunal. Et, quand j'en aurai fini avec vous, si vous réussissez à placer des encyclopédies en faisant du porte-à-porte, c'est que vous aurez eu de la chance. Grail se leva également, furieux, et les 2 hommes se dévisagèrent de part et d'autre du bureau. « Eh bien, d'accord, au tribunal, » dit Grail. Il nota une fugitive expression de surprise sur le visage d'Argensen, croisa les doigts et fit le forcing dans l'espoir d'un chaos technique du moins, susceptible de conserver son poste à Desjardins et de désarçonner ce sale con prétentiard. Apparemment, vous n'avez pas bien saisi toutes les implications du terme in loco parentis dans cette affaire, monsieur Argensen. Le parapluie qui protège votre fille protège également Carrie White, et dès que vous engagerez des poursuites pour violences physiques et verbales, nous assignerons votre fille pour délit du même ordre vis-à-vis de Carrie White. La bouche de Argensen s'ouvrit et se referma. N'espérez pas vous en tirer avec ce genre d'entourloupette, espèce de... Avocat marron ? Est-ce la formule que vous cherchez ? Riposta Grail, avec un sourire froid. Je crois que vous connaissez votre chemin, monsieur Argensen. Les sanctions contre votre fille sont maintenues. Si vous tenez à pousser les choses plus loin, libre à vous. Argensen traversa la pièce d'une démarche rigide, s'arrêta, comme pour ajouter quelque chose, puis sortit, en réprimant de justesse son envie de claquer la porte. Grail exhala un long soupir. On comprenait sans peine d'où venait l'intraitable entêtement de Chris Argensen. A.P. Morton entra 1 minute après. Comment ça s'est passé ? Le temps nous le dira, Morty, répondit Grail. En faisant la grimace, il considéra la pile d'attaches tordues devant lui. En tout cas, il m'a coûté 7 trombones. Dans le genre, c'est un record. Il ne va pas intenter un procès ? Je ne sais pas. Quand je lui ai dit que nous contre-attaquerions, ça l'a secoué sur ses bases. Je veux bien le croire. Morton jeta un coup d'œil au téléphone sur le bureau de Grail. Il est temps de mettre l'administrateur au courant de ce merdier, non ? En effet, dit Grail en décrochant l'appareil. Dieu merci, mes cotisations à la caisse de chômage sont à jour. Les miennes aussi, répondit loyalement Morton.